Bonjour. Bonjour. Alors on se présente rapidement. Moi c'est Guillaume. Ça fait 10 ans maintenant que je suis dans une association qui s'appelle le CESAC, dont on parlera un petit peu après. Moi ça fait du coup 15 ans que je suis arrivé un petit peu dans le domaine de la médiumnité. J'ai découvert ma médiumnité il y a 15 ans, un petit peu par hasard, hein, ça m'est tombé dessus. Voilà, j'ai mis plusieurs années à comprendre un peu ce qui m'arrivait en lisant des livres. Et puis finalement, au bout de 2-3 ans, j'ai rencontré des gens du CESAC, de cette association, et depuis, j'y suis resté. Et je travaille là-bas, j'étudie là-bas ces sujets. Voilà. Moi, je m'appelle Camila, je suis brésilienne, mais j'habite en France depuis 6 ans. Je fréquente le CESAC depuis 5 ans. Moi, je suis pratiquement née spirit depuis l'âge de 5 ans qui nous sommes spirit dans la famille. J'ai vraiment grandi dans le centre spirit tout le temps. Ma mère était la présidente du centre, j'étais là en train de distribuer des petites fiches de passe. J'ai fait toutes les études systématisées qu'il y a au Brésil et tout ça. Je n'avais aucune envie d'être médium parce que j'étais entourée de médiums, je savais très bien l'implication de ça, la responsabilité et comment ça peut être difficile dans la vie des gens. Du coup, quand j'ai commencé à m'apercevoir des signes que j'étais médium, ça m'a pas plu de tout. Mais je savais que ça ne servait à rien de dénier ou quoi que ce soit, donc j'ai commencé à faire des études dans ces sens-là. Ça fait 12 ans. Et voilà, maintenant je suis au CESAC où je continue mes études, où je donne un cours de développement de la médiumnité et je travaille à côté de Guillaume et d'autres gens dans le groupe médiumnique. Alors, comme on vous le disait, on fait partie donc du CESAC. Le CESAC, c'est une association sur Paris qui existe depuis 40 ans maintenant. On a une trentaine d'adhérents et on a à peu près 6 activités hebdomadaires. L'objectif du CESAC, c'est avant tout d'étudier le spiritisme dans toute sa conception philosophique, d'une part, et morale aussi, puisqu'il y a des conséquences de cette philosophie. Donc nous avons plusieurs études par semaine qui sont ouvertes au public, où les gens peuvent venir. On fait des lectures, en fait, des livres un peu fondateurs du spiritisme, et on laisse beaucoup de place à l'échange et voilà, au partage de la compréhension qu'on en a. Voilà, ça c'est pour la partie vraiment publique. Et dans un deuxième temps, on a aussi, pour ceux qui veulent s'investir un peu plus dans la durée, des cours de médiumnité, et à l'issue de ça, la possibilité de travailler dans des réunions médiumniques. Voilà, donc nous avons notamment une réunion où on aide des esprits qui sont bloqués de l'autre côté, qui ne comprennent pas toujours leurs conditions. Et c'est ce qui va nous amener justement à parler aujourd'hui un petit peu de tous ces concepts sur le lien avec le monde spirituel. On voudrait laisser clair donc que la raison pour laquelle on fait aujourd'hui ces tournages, c'est parce que Didier nous a invités à parler un peu d'influence spirituelle, obsession. Et on s'est dit que pour parler de ces sujets qui sont assez avancés, disons, en termes de tout, il faut qu'on pose quelques bases. Parce que nous, on parlera de ça dans un cadre spirit kardeciste. Et du coup, on aimera bien maintenant montrer ces cadres-là, d'où on part pour pouvoir après parler d'influence spirituelle et obsession. Une autre chose aussi qu'elle n'est pas dite, c'est qu'en France, donc, le spiritisme existe. Alors on n'est pas très nombreux, on n'est pas encore très organisé, mais il y a plusieurs associations en France. Et il existe aussi une fédération spirit qui s'appelle le Conseil Spirit français, qui aujourd'hui fait partie aussi du Conseil Spirit international, et voilà, dont le CESAC fait partie, hein, et avec lequel nous travaillons notamment pour animer des conférences, animer des formations aussi entre les différents centres,
et également des congrès annuels qui nous permettent de nous rencontrer tous ensemble. Alors avant d'aborder toute la notion d'esprit, d'influence du monde spirituel, on aimerait vous expliquer quelques principes importants dans le cadre spirit qui nous permettent de raisonner derrière et de comprendre un peu mieux l'interaction qu'il y a entre nous, incarnés, et le monde spirituel. Une chose essentielle dans le spiritisme, pour nous, c'est qu'à l'origine de ce monde que nous avons, il y a Dieu. Alors Dieu, c'est pas dans le sens usuel du terme, si j'ose dire, en tout cas le sens le plus répandu, qui est une personne qui juge les gens, qui intervient dans la vie des gens. Dans le cadre spirit, on parle vraiment de quelque chose. On ne se risque pas à dire quelqu'un, on dit que c'est quelque chose. Et les esprits répondent à cette question de qu'est-ce que Dieu par une phrase très très simple, qui est intelligence suprême, cause première de toute chose. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez neutre, c'est un principe initial qui a posé des fondements, et ensuite plein de choses se sont développées à partir de ça. Et donc on n'est plus dans une vision d'un Dieu qui intervient, mais d'un Dieu qui a posé des lois qui s'appliquent et qui vont s'appliquer à tout le monde, on va y revenir. Donc on va présenter un petit schéma que vous êtes probablement en train de voir. Qui est ce qu'on va appeler la cosmogonie spirit. Parce qu'on propose une cosmogonie, c'est-à-dire une théorie de la création de tout. Voilà. Sachant que bien évidemment c'est une manière de raisonner. Hein. On ne prétend pas que c'est exactement ça, hein. Je tiens à le préciser. C'est ce que les esprits ont raconté à Kardec, ce qui est dans le livre des esprits. Voilà. Voilà. Donc, comme je vous disais, à l'origine, on a ce Dieu qui a créé, qui est l'intelligence suprême, qui est la cause première de tout ce qui découle. Et les deux premières choses qui découlent de ce principe initial, ce sont le principe matériel et le principe spirituel. Et ces deux principes vont évoluer en parallèle. On va avoir donc le principe matériel qui va donner lieu à la matière, qui va être régie par les lois matérielles, les lois qu'on peut observer de manière purement scientifique en regardant le monde qui nous entoure ici. Et puis on va avoir le principe spirituel qui lui va donner lieu à l'émergence de ce qu'on va appeler l'esprit, on va y revenir après, et qui est régi par des lois morales, et plus particulièrement par la loi d'amour et de justice, qui sont les lois qui englobent à peu près toutes ces lois morales. Une chose aussi intéressante, c'est que il va y avoir, ces deux principes ne sont pas séparés. En réalité, ils sont étroitement liés. Et donc, il y aura toujours, quand il y aura quelque chose dans le monde matériel, dans ce principe matériel, il sera toujours relié à quelque chose dans le principe spirituel. Voilà. Et cette interaction est continue, et on va voir que ça a un sens. Oui, j'aimerais rajouter aussi, c'est le principe matériel, c'est ce qu'on va appeler le fluide cosmique universel. Dans le livre des esprits, on va écouter beaucoup parler de ça, le fluide cosmique universel, ce qu'on va considérer comme en étant le atome, la matière primordiale dans sa particule la plus simple, et qui va se complexifier au fur et à mesure qu'il est en contact avec le principe spirituel, qui est lui abstrait, il n'est pas matériel, comme Dieu il est immatériel, mais qui est toujours lié à la matière, donc c'est très important de comprendre ça, la création divine est continue, elle est toujours en train de créer ces principes qui se mettent ensemble tout de suite et commencent à réagir ensemble. Donc même dans l'évolution maximale que l'esprit pourra atteindre, il sera toujours lié à cette matière, même si elle va être comme lui, très perfectionnée, beaucoup plus proche du principe du fluide cosmique universel. Ces deux principes, matériel et spirituel, vont interagir. Ils vont interagir dans un sens qui est l'évolution. Petit à petit, tout ça va se développer, s'organiser, se complexifier. Il y aura un lien toujours plus étroit entre matière et esprit pour donner lieu à des choses plus parfaites, plus organisées. L'objectif donc de la création, c'est vraiment de cette création, de ce qui découle de Dieu, c'est l'évolution.
Et en fait, on voit bien que quand on pense cette construction comme ça, tous les êtres sont créés simples et ignorants en fait. Enfin, tous les principes à la base sont simples et progressivement s'enrichissent. Voilà. Ils se complexifient, ils s'individualisent. Jusqu'à atteindre un niveau de perfection qui s'approche de Dieu. Ça c'est pour la partie évolution, on va y revenir plusieurs fois. L'autre chose aussi, c'est qu'on a parlé des lois morales. Il y a donc la loi d'amour, et pour résumer, pour essayer de définir ça, parce que c'est un peu vaste, hein, on essaiera de dire que toute créature aura exactement ce dont elle a besoin pour évoluer de la façon la plus profitable. Voilà. Et pour que ça marche bien, il y a aussi cette loi de justice qui en découle, qui est que la loi d'amour est la même pour toutes les créatures. Voilà. Donc, ça, c'est les principes de base pour nous qui vont entraîner beaucoup de conséquences ensuite dans les réflexions et les remarques qu'on fera sur les autres sujets. On répétera ces concepts après. Une autre chose aussi qui va découler de cette interaction principe matériel, principe spirituel, c'est que à force de se côtoyer et de s'améliorer, de se développer, ces principes vont donner lieu à l'émergence de ce qu'on appelle l'esprit. On va aussi y revenir juste après. Mais tout ça pour vous dire que ça va faire émerger une conscience à un moment donné, et on va arriver à des êtres comme nous, voilà, par exemple. On a aussi cette notion de progrès, donc, qui est le sens de l'histoire, le progrès continu. Et donc, de la même manière, au fur et à mesure, les êtres vont progresser, vont se complexifier, vont devenir de plus en plus conscients, vont développer de plus en plus de vertus, et vont se rapprocher de plus en plus de Dieu. Voilà. En sachant que on va utiliser des comparaisons avec l'évolution de la vie sur la Terre. On va parler par exemple de l'évolution du minéral vers la plante, vers les animaux et vers l'homme. Tout ça, c'est des choses qu'on utilise de fonction pédagogique, hein. Sachant que la vie, elle évolue comme ça, c'est-à-dire le principe spirituel évolue vers l'individualisation, vers devenir un esprit qui va évoluer jusqu'à devenir un esprit parfait, c'est-à-dire dans le comblement de toutes ces vertus, de toutes les possibilités qui étaient un grand en lui au moment de sa création. Ça se passe partout dans l'univers, pas simplement sur la planète Terre, dans toutes les dimensions qui découlent de ce développement, avec tous les êtres. Et du coup, il y aura des étapes dans cette évolution qui ne se passent pas dans notre planète et dont on ne peut même pas imaginer. Voilà. Juste pour dire que parce que les gens, ils ont souvent, ils prennent dans les détails, oui, mais les plantes, mais les animaux. Les animaux sont déjà des êtres très évolués à côté des plantes. Ils ont encore un bon chemin à parcourir jusqu'à devenir des êtres humains. Et même les êtres humains que nous sommes sur la planète, c'est juste un genre d'humanité qu'il y en a dans le cosmos entier. Voilà. Et ça va aussi avec l'idée que, d'un point de vue spirit, on considère qu'il n'y a pas d'êtres qui ont été créés d'une autre manière. Il n'y a pas d'êtres particuliers. C'est-à-dire que tous les êtres de l'univers sont amenés à progresser, sont amenés à traverser différents règnes, ça, donc les minéraux, les plantes, les animaux, les hommes, et sûrement d'autres qu'on ne connaît pas, hein, puisque dans d'autres planètes, il y a peut-être d'autres règnes, et même peut-être dans d'autres dimensions, d'autres règnes qu'on ne connaît pas bien. Voilà, et tout ça est un continuum d'évolution. Voilà. Donc pour nous, quand on parle d'anges, de démons, choses comme ça, c'est plutôt, on considérera ça plutôt sous forme d'esprits qui ont atteint un certain niveau de compréhension, qui ont un certain niveau d'avancement moral et intellectuel, mais qui ne sont pas voués à rester ad vitam aeternam dans cette situation. Et bien au contraire, qui peuvent progresser, qui peuvent apprendre, comprendre et changer. L'individualisation, dans le spiritisme, on va trancher dans l'être humain. Mais bien sûr, il n'y a rien de tranché dans l'univers. Il y en a petit à petit des individualisations qui se font. Les animaux, ils ont déjà des degrés d'individualisation. Mais il y a un moment quand même où la conscience émerge
de façon à être capable de prendre des décisions plus importantes pour elle-même et de prendre son évolution en main. Et on va identifier ces moments comme en étant le moment d'humanisation, où on passe des races un peu moins développées, mais déjà humaines, vers un humain qui est plus ou moins ce qu'on est. Et donc, dans le moment où on peut prendre nos propres décisions pour évoluer, et quand même, hein, ça évolue notre libre arbitre, il évolue avec nous. C'est là que toutes les questions de moralité vont se poser. On ne va pas poser des questions de moralité pour les animaux, par exemple, ou pour les êtres qui ne sont pas encore pleinement individualisés. Du coup, il faut faire attention quand on parle d'esprit inférieur, parce que les animaux, par exemple, sont inférieurs à nous en évolution, mais ils ne sont pas inférieurs à nous en moralité de certaines façons. L'infériorité de moralité dont on va parler, par exemple, on va parler des esprits très méchants, ou quelque chose de ce genre. Un esprit très méchant, il est quand même plus évolué spirituellement qu'un animal, par exemple. Le fait d'être méchant ne le fait pas être en arrière aux êtres humains. Donc, quand on rencontre des esprits considérés comme méchants, il faut savoir que pour le spiritisme, c'est un esprit humain, toujours, parce que des esprits qui ne sont pas encore individualisés, ne sont pas capables de prendre des décisions qui fassent des esprits méchants. Et c'est des esprits perfectibles et qui vont être parfaits un jour. Il n'y a pas d'exception de se dire cet esprit il n'arrivera jamais à être parfait. Tous seront parfaits un jour. Juste qu'il prend ses propres choix, ils vont prendre des chemins plus longs. Et voilà, on parlait des livres arbitres. Le livre arbitre est dans la base de toute évolution. Et bien sûr, il existe pleinement dans l'être humain. Mais même les animaux et même les êtres moins développés, ils ont déjà des grandes possibilités de choisir son chemin très légèrement, mais c'est impossible d'imaginer qu'une intelligence puisse développer sans faire de choix, sans expérimenter, choisir, expérimenter, choisir. C'est juste que ces choix ne touchent pas la moralité tant qu'ils n'arrivent pas dans l'être humain. Non. Parce qu'on ne connaît pas toutes les royaumes qui existent, tu vois. Elle va avoir une progression qui est compatible. Bien sûr, on ne saute pas des étapes, tu vois. Mais quels sont les royaumes qu'il y a dans l'univers, tu vois. Quand on parle d'évolution, de loi d'amour, de loi de justice, d'objectifs d'incarnation, d'objectifs de notre parcours comme esprit, on rentre aussi un peu dans l'objectif de spiritisme. Donc, le spiritisme il a un objectif très clair, le spiritisme kardéciste, c'est de faire évoluer l'homme, rendre l'homme meilleur. Le fait qu'on sait que des esprits existent, qu'on se communique avec des esprits, qu'on fasse de la médiumnité, qu'on étudie tout ça, ça a un but très précis, c'est être meilleur. Meilleur en quel sens? Et c'est là qu'on rentre dans la question 625 des esprits, où Kardec demande aux esprits, il dit d'accord, il faut qu'on soit meilleur. Quel est le type le plus parfait que Dieu ait offert à l'homme pour lui servir de guide et de modèle? Et la réponse des esprits, elle est très courte. Voyez Jésus. Point. Et c'est là que Jésus rentre dans cette équation. C'est pour ça que l'espiritisme est une doctrine chrétienne. Parce que on considère que Jésus est le modèle moral qu'on a à suivre. Comment être une personne meilleure, comment évoluer, voyez Jésus, c'est-à-dire
des valeurs d'amour au prochain, de patience, de tolérance, de pardon, de bienveillance, de compassion, toutes les valeurs chrétiennes, et là on ne va pas mêler toutes les religions chrétiennes de tout le temps, mais les valeurs chrétiennes sont les valeurs du spiritisme. Et c'est ce qu'on considère qui va nous amener à l'évolution. Alors bien entendu, ça n'exclut pas le fait que le spiritisme admette et reconnaisse le fait qu'il y a eu d'autres esprits très avancés également, qui ont aussi porté des messages très importants pour le développement de l'homme au cours de son histoire. Et donc les esprits d'ailleurs le précisent dans les réponses de leurs questions. Et donc on citera évidemment Bouddha, Mahomet, etc. Confucius, toutes ces personnes qui ont été importantes et qui sont arrivées à des moments clés de l'humanité. Voilà. Et tout ça, de toutes les façons, les esprits l'expliquent aussi par le fait que l'évolution de l'homme est quand même un plan, en quelque sorte. Il y a une logique dans ce développement et cet accompagnement du développement de l'homme. Et les esprits, le monde spirituel, veillent à ce que ces idées se préparent, commencent à prendre des germes et ensuite apparaissent vraiment. Voilà. Jésus est arrivé à un moment que les esprits estimaient important parce que l'humanité était capable d'entendre ce message. Voilà. Je voudrais ajouter que dans le spiritisme, on croit aussi que Jésus est le gouverneur de notre planète. Chaque planète, elle a un esprit parfait qui est responsable depuis le début, depuis sa formation. Il y en a 4,5 milliards d'années. Toute la préparation, toute la surveillance de la vie qui se gère, jusqu'à ce que l'humanité qui y habite sera bien individualisée dans son principe spirituel, jusqu'à l'évolution totale que ces esprits pourront faire dans cette planète-là, parce que quand ils dépassent l'évolution que cette planète permet, ils vont changer de planète, donc ils vont aller vers un autre gouverneur. Donc Jésus est cet esprit pour notre planète. Il est là depuis le début, il préside la formation, il gère l'évolution des esprits qui habitent. Il est venu une fois incarné pour nous rappeler des choses, pour nous donner un chemin qui est simple et qu'on a fait n'importe quoi avec. Mais ça reste son message clair, quels sont les outils qu'on a pour arriver à évoluer et être heureux. Voilà. Une chose aussi importante, c'est que, comme vous l'avez vu juste avant, eh bien, Jésus ne peut pas être Dieu, puisque Dieu est la cause première de toute chose. Voilà. Il est immatériel, il n'a pas de esprit. Voilà. De fait, en fait, Jésus, pour nous, c'est un esprit plus élevé, qui est dans la compréhension de Dieu. Voilà. Et on pourra tout à fait, tôt ou tard, atteindre son niveau de conscience, son niveau d'élévation morale, intellectuelle. On attendra. Oui, on l'attendra, c'est même pas, c'est pas conditionnel. Une certitude. On deviendra tous des Jésus un jour. Voilà. C'est ça. Et Jésus d'ailleurs lui-même le disait. Il disait, vous pourrez tous faire un jour ce que je fais, et même bien plus. Il a été comme nous un jour qui est très loin de nous. Mais oui, il a parcouru le même chemin que nous. Voilà. De même pour tous ces autres grands esprits qui ont pu venir sur Terre nous apporter leur message. Déjà, les principes philosophiques de la doctrine, c'est-à-dire les esprits, ils vont poser un cadre. Ils vont se dire, tout le monde est créé simple, ignorant, tout le monde évolue, tout le monde arrive à la perfection. Donc il n'y a pas d'exception. Jésus n'est pas exception. On ne peut pas admettre ça, sinon toute la base philosophique, elle tombe. Et après, il y en a toutes les communications médiumniques qui ont été faites sur ça, bien sûr. Voilà, donc on ne peut pas l'affirmer de manière sûre à 100%, ça n'est pas une démonstration. Par contre, le cadre de raisonnement que nous offrent les esprits nous permet d'en déduire que, de fait, il ne peut qu'être passé par un stade d'évolution. Après, plus ou moins court, on ne sait pas, ça, là-dessus on pourrait tout à fait débattre, mais il est forcément passé par des stades d'évolution. Il faut comprendre que la doctrine spirite, c'est un cadre philosophique, où les choses vont être posées dessus petit à petit. C'est un sol où on va construire dessus. Elle nous a été donnée de façon qu'on puisse comprendre, de façon la plus simple possible. Son objectif était de
enlevé des choses qui étaient cachées dans des écoles initiatiques et l'a amené au jour pour les gens d'une façon compréhensible. Mais elle est aussi un outil pédagogique tourné vers nous en tant qu'enfants spirituels. Est-ce que c'est 100% vérité? Est-ce que c'est exactement comme les choses sont? Est-ce qu'on peut apprendre aux enfants exactement comme les choses sont? On l'explique plus ou moins, c'est pas faux ce que tu dis, mais un jour, il va falloir, bien sûr, le réévaluer le jour que notre compréhension sera plus large. Pour le moment, elle nous sert très bien et on suit ces cadres parce qu'ils nous semblent logiques à notre pensée et nos capacités intellectuelles tant qu'on est aujourd'hui. Voilà. Et même si on reste fidèle à la philosophie de Kardec, du coup, enfin sa manière de penser, voilà, s'il y a des faits ou des choses un ensemble de faisceaux de preuves qui nous amènent à croire que certains fondements sont faux, alors bien sûr il faudra qu'on revoie complètement les choses. Ça, c'est clair. Oui, il y en a des choses que Kardec écrit sur la Genèse, par exemple, qui lui, il pensait qu'il arriverait ou qu'il serait comme ça la planète et tout, que la science a montré que non, il se trompait. Et on reste avec la science, hein. On n'est pas une secte, voilà. Voilà, maintenant qu'on a posé un petit peu ce cadre, on va se concentrer vraiment sur l'esprit de l'humain. Hein. On va oublier un petit peu les autres êtres qu'il peut y avoir pour le moment. Et on voudrait vous expliquer la vision spirit de l'être humain dans toutes ses composantes. On vous propose ici un schéma qui est simplifié. Hein. En fait, la littérature d'aujourd'hui est beaucoup plus développée et va beaucoup plus dans le détail, notamment sur le périsprit, on va y revenir. Mais on a préféré garder cette simplicité de découpage pour vous l'expliquer plus facilement, et aussi parce que dans les livres de base, comme ceux de Kardec, c'est comme ça aussi qu'il le présente et qu'il l'amène, et on pense que c'est quand même très pédagogique. Voilà. Alors la première chose qu'on va considérer, qui est vraiment l'essence même de l'être, c'est ce qu'on va appeler, nous, l'esprit. Voilà. Cet esprit, c'est vraiment ce principe intelligent, où il y a la pensée, la volonté, le sens moral, et c'est cette chose qui est immortelle et immatérielle. Voilà. C'est vraiment la quintessence de l'être. Voilà. À l'être humain, hein, donc à l'état d'humain, à notre niveau d'avancement, il a cette capacité vraiment de réfléchir, une capacité morale, voilà, il a un certain niveau d'avancement. Et une précision philosophique de base, c'est-à-dire l'esprit est immortel, c'est-à-dire il a un début, mais il n'y a pas de fin. Donc on va considérer que Dieu est éternel, c'est-à-dire il n'y a pas de début ni de fin. Il a toujours existé et il existera toujours. Voilà. Tout ça, c'est pour la quintessence de l'être, l'esprit. Ensuite, nous avons le périsprit, donc, comme je vous le disais, qui est beaucoup plus complexe, mais si on doit vous résumer l'idée, c'est une enveloppe matérielle plus éthérée, subtile, qu'on ne voit pas à travers nos sens usuels, et qui sert vraiment à lier l'esprit à la matière. Ce périsprit, il va au fur et à mesure être de moins en moins dense, ce qui va permettre à l'esprit d'interagir plus facilement, et c'est son outil pour transmettre sa pensée. Donc à travers le périsprit, l'esprit va pouvoir agir sur la matière, va pouvoir faire passer de l'information et exprimer toute sa pensée. C'est le corps de l'esprit, le périsprit. Je vous disais que l'esprit il est abstrait, mais du moment que le principe matériel est créé et qu'il se met en contact avec le principe matériel, cette fusion ne se défait jamais. Même l'esprit parfait, il a toujours un corps, parce qu'il a besoin d'agir sur la matière, parce qu'il va être co-créateur, il va agir avec Dieu pour gérer le monde matériel. Et du coup, pour pouvoir agir dans la matière, on a besoin de ce corps qui est toujours matériel, mais qui va être, il va être consistant avec la matière qui est autour de lui. Donc ça va dépendre du plan d'existence de cet esprit et de son évolution. Voilà. Un exemple, c'est on n'aura pas la même nature de périsprit si on s'incarne sur Terre que si on s'incarne sur d'autres planètes. Voilà. Il va vraiment être en conformité pour pouvoir, en adaptation avec la matière qui l'environne.
Voilà. Et puis, évidemment, la dernière partie de l'être qu'on considère, c'est évidemment le corps physique, voilà, qui, lui, est vraiment de la matière dense, qui a une durée de vie limitée, et qui va être adapté au travail que l'esprit a à faire dans son incarnation. Voilà. Et la particularité, et on verra que ça a aussi un impact après dans la médiumnité qu'on va développer, c'est que le corps physique va restreindre certaines capacités de l'esprit, parce qu'il va l'empêcher de vibrer d'une certaine façon. On y reviendra. Esprit, vraiment le principe intelligent, le périsprit et le corps physique. On fait une petite aparté quand même rapidement sur la terminologie, puisqu'on entend souvent un peu l'esprit, l'âme, est-ce que c'est pareil ou pas? En fait, dans la littérature spirite, vous trouverez les deux termes, mais ils ont quand même une subtilité, c'est-à-dire qu'on parle toujours de l'esprit, quand on parle de l'esprit ou de l'âme, mais quand on parle de l'âme, on parle d'un esprit qui est incarné dans un corps physique. Voilà, c'est juste ça la variante. C'est un point sémantique que Kardec a proposé pour faire cette distinction. Mais c'est pas très important, c'est juste pour qu'on puisse se comprendre. Oui, et c'était nécessaire surtout pour Kardec à l'époque, parce qu'il n'était pas sûr que les âmes incarnées soient les mêmes que les âmes désincarnées. Donc il avait aussi besoin de pouvoir distinguer les deux avant d'arriver à la conclusion que c'était les mêmes. Alors ça nous amène sur un principe aussi fondamental dans le spiritisme, qui est le principe de la réincarnation. Puisque jusqu'à maintenant, on vous parle de l'évolution, on vous parle de cette interaction matière-esprit, et en fait, pour que cette progression se fasse, il faut que cette partie spirituelle s'incarne dans la matière. Voilà. Et donc, c'est ce qui va se passer notamment donc, dans notre règne humain, puisqu'il y aura des périodes où nous serons détachés d'un corps physique, nous serons purement dans le monde spirituel, et des périodes où nous irons nous incarner dans la matière pour travailler et être co-créateurs dans cette matière. Et donc on va avoir ce cycle qui va s'installer entre incarnation, désincarnation, et qui va nous permettre de développer notre sens moral, nos capacités intellectuelles, de par nos incarnations. Sachant que l'esprit n'a pas besoin de réincarner pour toujours jusqu'à la fin de son processus évolutif. C'est quelque chose qui se passe pendant une étape de son évolution. Il y aura un moment où il n'a plus besoin de la matière comme on la connaît pour évoluer, donc il n'a plus besoin de réincarner, il peut continuer son évolution dans d'autres dimensions sans avoir à renaître, mourir. Alors aussi, on pourrait ajouter le fait que le lien entre ce monde purement spirituel et ce monde d'incarné n'est pas aussi séparé. Les deux mondes ne sont pas aussi séparés qu'ils n'y paraissent, puisque en réalité, même si on est désincarné, nous avons des opportunités parfois de sortir notre corps et de retourner dans ce monde spirituel temporairement. C'est le cas notamment la nuit. C'est pour ça notamment. Et c'est pas l'unique raison, mais c'est une des raisons parfois en disant toutes les nuits. Voilà, donc littéralement. À travers les rêves. On peut aussi interagir avec ce monde spirituel par la prière ou par la médiumnité, et c'est ça, c'est l'objet justement du sujet qui nous amène ici. Oui, quand on sépare le monde spirituel du monde physique, c'est une séparation purement pédagogique, parce que cette séparation n'existe pas, cette dualité. On habite toutes ces dimensions en même temps parce que nous sommes un esprit qui a un périsprit et qui est lié à ses corps dans ce moment, mais qui ne perd pas le fait qu'il existe aussi dans d'autres dimensions en même temps. Tout à fait. Et une conséquence intéressante avec ce mécanisme d'incarnation-réincarnation, c'est que, en fait, comme tu dis, c'est un seul monde, et de fait, ça va nous expliquer aussi pourquoi il y a une telle diversité d'esprits. Puisque là, quand on va parler médiumnité, on va parler de cette interaction qu'on peut avoir avec des gens qui sont désincarnés. Et on va voir que, en fait, c'est normal et logique, quelque part, qu'il y ait des personnes qui puissent être très bonnes, d'autres peut-être moins bien intentionnées, certaines très intelligentes, d'autres
pas forcément beaucoup, mais elles vont avoir beaucoup de cœur. Voilà, on va avoir une diversité de personnalités énorme, tout simplement parce que c'est la même diversité qu'on a aussi sur Terre. Voilà. Et c'est le même monde, dans des états différents. L'intérêt aussi, le regard qu'on porte aussi d'un point de vue spirit sur ces choses-là, c'est un regard très positif. Parce que le fait aussi de mélanger, de nous retrouver tous ensemble sur la planète Terre avec des avancements différents, nous permet de nous enrichir et d'évoluer aussi plus rapidement. En même temps, on n'est pas en train de dire que tous les genres d'esprit nous côtoient tout le temps ici sur la croûte terrestre, parce que le monde spirituel, il est très très vaste. Et même sur la planète Terre, on va avoir des couches dimensionnelles différentes où des esprits vont habiter. Les esprits habitent un peu partout, c'est très difficile à imaginer même. Mais sur la croûte, vraiment là où nous sommes incarnés, on va rencontrer des genres d'esprits spécifiques parce qu'ils sont liés à la matière, parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont morts. D'autres qui sont ici parce qu'ils veulent nous aider, parce qu'ils sont en mission de travail. Donc il y en a beaucoup de gens qui travaillent ici, il y a d'autres qui habitent encore ici parce qu'ils ne savent pas mieux. Mais on n'a pas tous les genres d'esprits qui existent en train de nous côtoyer ici. Donc on va comprendre pourquoi il y a des esprits qui s'attachent à cette ambiance ici. C'est l'esprit, en fait, où est-ce qu'il habite l'esprit? Il habite là où il s'identifie. Où est ton cœur? Là, c'est ton trésor. Et quand les esprits sont très attachés à la matière, et il y a toutes les émotions qui sont liées à la matière, que ce soit la haine, que ce soit la vengeance, que ce soit le sexe, que ce soit le vice, tous ces genres de choses, l'argent, ils vont s'attacher aux ambiances spirituelles, aux lieux où ils ont vécu, aux gens qui les intéressent. Et c'est pour ça qu'on va trouver autant d'esprits ici autour de nous. Et en même temps, tu vas avoir des esprits très évolués qui vont être parmi nous parce qu'ils s'intéressent à nous, mais dans un autre sens. Parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils veulent nous aider. Quand on parle de spiritisme, on parle quand même d'échange entre incarnés et désincarnés. C'est comme ça que le spiritisme est arrivé au monde quand même. Et c'est une partie importante de tout ce qu'on fait dans le centre spirit aussi. Du coup, on va parler un peu de la nature de tout ça et surtout des conditions de base pour que ça se passe. Et du coup, comme conditions de base, on a le fait qu'on a un père-esprit, qui va être une partie de nous qui habite ici, mais habite là-bas aussi, disons comme ça, qui va pouvoir avoir des sensations et des perceptions qui sont dans une autre dimension, qui va sortir du corps toutes les nuits pour peut-être cohabiter avec des gens qu'il aime, aller dans des lieux, visiter des gens, ou peut-être juste rester là, ou peut-être juste dormir à côté du corps, ça se passe aussi beaucoup. Mais le fait que nous avons tous un père-esprit nous donne potentiellement la capacité de se communiquer avec d'autres esprits désincarnés qui ont aussi, leur père-esprit. Bien sûr, nous sommes incarnés, le père-esprit il se lie au corps physique de façon vraiment molécule par molécule. S'il peut sortir du corps la nuit, le fait qu'il est lié magnétiquement au corps physique fait qu'il est tamponné dans ses capacités perspectives, dans sa vibration. Pas trop clair. Il est bridé, voilà. Et du coup, ses capacités de perception se diminuent, même quand on est dehors. Et quand on est dans le corps, ça se diminue beaucoup, ça se conditionne au corps physique, avec le temps aussi, parce qu'on vit notre vie matérielle et qu'on ne s'intéresse pas forcément à ça. On est vraiment bridé de tout part, mentalement et physiquement, ce qui diminue vachement toutes nos capacités de perception. Bien sûr, cela n'est pas la seule condition qui va filtrer ça. Oui, alors ce qu'on peut aussi rajouter, c'est que
Donc notre père-esprit va nous permettre d'émettre des choses autour de nous, capter aussi d'autres vibrations autour de nous. Et ce qui est important, c'est que tous les êtres dans l'univers ont un père-esprit et vont pouvoir le faire aussi. Par conséquent, en fait, on baigne en permanence dans un flot continu d'informations émises par tous les êtres qui nous entourent, qu'on les voit ou pas. Voilà. Et notre père-esprit, même si parfois il capte des choses et que ça n'arrive pas à notre conscience, voilà, il reçoit ces informations en permanence. Voilà. Et donc ça, c'est important à prendre conscience, voilà, que vous soyez médium, que vous ayez des sensations extracorporelles ou pas, de toutes les façons, votre père-esprit est sensible à ça et quelque part, plus ou moins consciemment, vous allez le ressentir. Après, on a parlé très vite fait de père-esprit. Il faut dire quand même qu'il y a un schéma d'accommodation dimensionnelle de tout ça. Donc on a notre père-esprit qui a une matière qui est très conductible, qui donc va s'apercevoir de tout ce qui est autour de lui. On parle de sensibilité totale, c'est-à-dire quand on a un père-esprit, quand on est désincarné, on va sembler aux gens incarnés, hein. On va avoir un visage, des mains, des yeux, mais on ne va pas voir avec nos yeux. On va voir avec cette capacité de perception de tout ce qu'il y a autour de nous. On va écouter aussi pas avec nos oreilles. Les perceptions de père-esprit sont différentes. Et elles sont définies aussi par la capacité de cet esprit. C'est-à-dire, le plus évolué est là, le plus il est capable de se apercevoir de ce qu'il y a autour de lui. Le moins évolué, le moins il est capable de s'apercevoir, et plus il est concentré sur le fait qu'il pense qu'il voit avec ses yeux, qu'il écoute avec ses oreilles, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Et ces corps spirituels, qui dans ce moment-là, que ça soit clair, on parle d'un moment spécifique de l'évolution de l'humanité, hein, le moment qu'on vit aujourd'hui. Ça ne s'applique pas à tous les moments de l'évolution de l'être humain. Quand on est désincarné, c'est corps spirituel qui est le nôtre, c'est père-esprit. Il a toutes ces sensations, et toutes ces sensations et toutes ces perceptions, ce qui va gérer, ce qui va rentrer en lui, passe par un système qu'on va appeler un système énergétique, qui est un système de centre d'énergie, qu'on peut appeler aussi chakra, où ces informations vont tourner et on peut aller partout et aller à l'intérieur, aller à l'extérieur. C'est la façon comme le père-esprit va gérer toutes ces informations. Quand on est incarné, ces chakras, ils vont se emboîter dans les centres nerveux du corps. Donc on va parler aussi d'autres couches plus proches du corps physique. Par exemple, les gens parlent beaucoup de corps éthérique. Le corps éthérique, dans le spiritisme, on l'étudie, mais on ne considère pas le corps éthérique en faisant partie du père-esprit en tant qu'unité autonome après la mort. C'est dur un peu là, mais... C'est-à-dire, le corps éthérique, ça fait partie du corps physique. Il meurt avec notre corps physique. Mais il y a une couche très importante de cette suite dimensionnelle, parce que notre corps spirituel, dans ces centres d'énergie, vont se lier au centre d'énergie, au chakra du corps éthérique, dimensionnel, qui va, lui, se lier directement à le chakra, les centres nerveux du corps physique. Et pourquoi je vous cite cette information qui fait beaucoup compliquer la chose, c'est que notre corps éthérique, c'est-à-dire cette partie la moins dense de notre corps physique, il sert comme filtre. Il va nous apporter ce qu'on va appeler la toile éthérique. La toile éthérique, c'est vraiment un filtre. C'est un filtre qui va être entre nos perceptions physiques et nos perceptions astrales, et qui va laisser passer ce qui est utile, ce qui est nécessaire, ou ce qui on a déjà la capacité de s'apercevoir, mais qui peut être réglé pour passer plus ou moins. Il peut être aussi déréglé selon quelques pratiques moins recommandables, comme par exemple les drogues, les vices, quelques médicaments aussi, on ne va pas trop rentrer là-dedans. Mais donc sachant que notre toile éthérique est essentielle pour nos perceptions de tout ce qui est au-delà du monde physique appréciable, objectif.
Bah, du coup, on baigne dans des fluides. On baigne dans des émissions mentales, émotionnelles, dans des énergies éthériques, des plantes, des animaux, de tout ce qui est autour de nous. Comment faire pour s'en sortir dans cette cacophonie de tout? Il y a une loi qui gère tout ça, c'est la loi de Santoni. C'est-à-dire, ce qui se ressemble, s'assemble. Nos intérêts vont attirer vers nous ce qui nous intéresse. Notre état évolutif aussi va attirer vers nous ce qui est compatible. Et donc, ne n'oublions pas de la loi d'amour, qui va dire qu'on aura toujours ce dont on a besoin. Donc, on va aussi attirer vers nous des situations qui vont nous permettre de grandir. Là, c'est une autre façon de voir le karma. C'est-à-dire, c'est pas qu'on attire le mal parce qu'on a fait le mal. Non, on attire des opportunités de se rendre compte du mal qu'on a fait, de voir en quoi on n'a pas bien compris et qu'est-ce qu'il faut comprendre. Et ça se fait aussi pour les énergies et pour les esprits qui nous entourent. Parfois, on va se dire « Ah ouais, mais je suis une personne très bien et je n'attire que des esprits mauvais. Il manque l'information là. Pourquoi je suis en train d'attirer ces esprits? Peut-être que je ne suis pas en train d'émettre ces énergies-là, mais qu'est-ce qu'il y a à apprendre de cette compagnie-là? Probablement l'amour du prochain, l'aide qu'on peut apporter. Il va savoir qui est cet esprit. Tu le vois comme un esprit méchant, peut-être c'était ta mère dans une autre vie. Tu vois. Donc, on part toujours de ce principe positif, c'est qu'on attire ce qui nous assemble plus, oui, mais aussi c'est dont nous avons besoin pour grandir, pour évoluer. Voilà. Et une conséquence, du coup, très palpable de cette loi de Santoni, c'est que réellement nos pensées sont un peu comme des invocations, hein, il faut les voir comme ça, pour amener des esprits ou des situations dont on a besoin ou qui nous correspondent. Voilà. Et donc, on verra que faire attention à nos pensées, c'est faire attention à comment vibre notre père-esprit, qu'est-ce qu'on dégage autour de nous dans les plans invisibles, et de fait, ça va influencer notre vécu et ce qu'on va vivre dans nos vies. Ça va influencer aussi tout ce qui est autour de nous. Hein. Non seulement nos pensées comme nos émotions, tout ça gère des émissions. On reçoit, mais on émet aussi. Et combien de fois on est en train d'émettre des énergies très lourdes parce que chargées des émotions négatives, de rage, d'envie, de jalousie, de haine, de rancune, de douleur. Et tout ça, ça traîne autour de nous et ça peut être aussi capté par des autres. Une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que tout à l'heure on vous disait que le corps physique réduit un petit peu les capacités du père-esprit et de l'esprit donc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la syntonie va être encore plus vraie dans le cas des esprits désincarnés que pour les esprits incarnés, parce que les esprits désincarnés, dégagés du corps, vont vraiment pouvoir vivre au rythme de leur pensée en quelque sorte. Et donc chaque pensée va les amener dans des lieux en adéquation avec leur pensée. Voilà. Et va les amener auprès des personnes qui seront en adéquation avec leur pensée. Nous, en tant qu'incarnés, on a la chance, si j'ose dire, d'avoir encore la matière qui nous recentre un peu sur ce qu'on doit faire, et donc même si on s'égare parfois, eh bien on peut se rappeler qu'en fait on devait vraiment faire ça, appeler notre ami, être gentil, enfin dire un petit mot sympa à telle personne, etc. Parce que ça, l'incarnation nous l'impose. Mais comprenez bien que les personnes qui sont désincarnées n'ont pas ce garde-fou, et c'est donc d'autant plus dur aussi pour elles parfois de maîtriser ça, d'autant plus si elles ne connaissent pas et ne comprennent pas ce mécanisme. Quand Kardec va dire que nous sommes tous des médiums, même si après il va un peu spécifier, c'est dans ce sens qu'il dit, nous avons tous un père-esprit, nous dégageons tous des énergies de pensée, et, nous sommes capables aussi d'attirer ces énergies, ces pensées. Donc, potentiellement, nous sommes tous des médiums, c'est-à-dire on a des capacités de communication. Après, on peut aussi donner de l'ectoplasme, on n'a pas parlé de ça, mais notre double éthérique, il dégage des fluides vitaux de l'ectoplasme qui peut être utilisé dans des médiumnités d'effets physiques.
mais aussi pour le magnétisme animal, pour la guérison, pour notre propre guérison aussi, parce qu'en fait, le fluide vital qu'on fabrique, il sert à maintenir la santé de notre corps, d'abord. Et après aussi, il y en a qui ont des capacités de fabriquer beaucoup plus et qui peuvent être des médiums d'effets physiques. Mais on fait une petite distinction quand même, qui peut être embêtante au début, on va se dire mais pourquoi vous faites cette différence? Mais je trouve ça utile quand même. Aujourd'hui, on va parler des deux choses qui sont pédagogiquement séparables. C'est les capacités animiques et les capacités médiumniques. Alors qu'est-ce qu'on veut dire avec capacité animique? Quand on parle d'animisme, normalement les gens vont penser aux religions animistes. Là on parle vraiment d'autre chose, on parle des capacités de notre âme. On a dit donc, Kardec va parler que l'âme c'est l'esprit incarné. Donc quand on est incarné, on a des capacités qui sont animiques, qui viennent de notre âme. Ces capacités sont perceptives et irradiantes. Et ces capacités, elles vont être dans l'origine de la médiumnité. Parce que la médiumnité ne peut pas exister sans ces capacités. Mais on va séparer quand même, on va dire que toute perception, tout phénomène ne va pas forcément être médiumnique, et on va se dire la médiumnité, effectivement, va se passer quand il y a communication. Pas forcément communication entre un désincarné et un incarné, mais une communication qui implique deux plans différents. Par exemple, on ne va pas parler de médiumnité quand on parle de télépathie. Deux incarnés qui arrivent à se communiquer par la pensée, parce que là, il n'y a pas de différence de plan. C'est un monde mental, matériel. Mais quand il y a deux plans différents, oui. Même si c'est deux incarnés, mais s'il y a un qui est hors corps et qui va visiter spirituellement quelqu'un et qui va lui passer un message ou qui va être vu par lui, écouté par cet incarné qui lui, il est bien éveillé dans son corps, là on va parler de communication médiumnique. Pourquoi je fais cette différence? Parce que très souvent, les gens sont très perturbés parce qu'ils pensent qu'ils ont des esprits chez eux, qu'ils sont embêtés par des esprits, qu'ils sont tout le temps harcelés, alors que c'est pas forcément le cas. C'est juste des énergies, c'est juste les perceptions des choses qui sont autour de lui, et pas forcément un esprit qui est effectivement en train de l'influencer ou en train de l'obséder. Je peux rajouter aussi le fait que cette distinction était vraiment importante aussi, notamment au début du spiritisme, quand ils ont cherché à prouver expérimentalement, par exemple, la réincarnation. Parce que quand vous cherchez à avoir de l'information sur la vie passée de quelqu'un, eh bien, les personnes se mettent dans un état de conscience différent, commencent à raconter des choses, mais vous n'êtes pas, il faut tenir compte de ces phénomènes. Et si vous lisez un petit peu le livre La réincarnation, par exemple, de Gabriel Delanne, vous allez voir qu'il va vous expliquer tous les biais possibles dus au phénomène animique, qui fait qu'on n'est pas sûr, voilà, parfois d'où vient l'information. Est-ce que c'est l'esprit qui s'imagine des choses, qui se crée des visions, des auditions, même parfois, voilà, on peut vraiment générer des phénomènes pour soi-même. Et donc, c'est très important de les distinguer, même si, comme tu le disais, dans la pratique, c'est presque impossible de séparer. C'est pas toujours très clair, mais du coup, le fait de le savoir, ça veut dire aussi qu'en fonction du type de travail et de l'attente qu'on aura du travail avec notre médiumnité, eh bien, il faudra en tenir plus ou moins compte. Et donc être plus ou moins prudent sur l'origine des communications ou des messages qu'on obtiendra. Parce qu'il va y avoir plein des gens qui vont essayer de contester ça. Est-ce qu'il y a vraiment des esprits? Parce que l'âme humaine est capable de faire plein de choses indépendamment de l'existence des esprits. Si les esprits n'existaient pas, qu'on mourrait et que c'était rien, on aurait encore beaucoup de choses à voir là-dedans dans les capacités animiques. Qui la parapsychologie étudie, par exemple, la transmission de pensée, la capacité de bouger des choses avec la pensée, tout ça, la capacité de sortir de son corps consciemment et aller voyager dans l'espace, tout ça sont des choses qui n'impliquent pas la médiumnité, l'existence des esprits ou le contact avec les esprits. Alors, quel genre d'information on peut s'apercevoir? Donc, attention,
c'est une simplification maximale, parce que le monde, il est extrêmement complexe. Si dans la matière, c'est tellement complexe, la chimie, la physique des choses, alors vous imaginez dans les plans encore plus subtils. Donc on va parler de fluide, de fluide tel. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est, hein, parce que les fluides, il existe des milliards. Mais on va parler principalement des ondes mentales. Et ces ondes, elles peuvent être mentales aussi avec des sentiments, parce qu'on va séparer les émotions des sentiments, les sentiments en étant dans un degré plus léger. On va parler de fluide émotionnel, on va parler des énergies éthériques, et on va parler aussi des égrégores mentales. Juste pour donner un aperçu de toute la variété de choses qu'on peut capter autour de nous. Sans que ça soit forcément venu d'un esprit. Un bon exemple aussi, c'est ce qu'on appelle la psychométrie, c'est-à-dire la capacité à percevoir la mémoire des objets. Voilà, vous avez votre objet, il est chargé de cette mémoire, il a des fluides qui sont attachés à lui. Ça n'est pas un esprit en particulier là qui est en train de vous envoyer de l'information, mais vous percevez ce qui est lié à cet objet, et donc vous êtes capable de vous relier à certaines informations. Voilà. Oui, on parle donc des sources d'informations. Donc, d'où ça vient ces genres d'informations? Ça vient des pensées, des sentiments et des émotions des esprits incarnés et désincarnés, c'est-à-dire des âmes et des esprits. Ça peut venir de nous-mêmes, de notre inconscient passé, ou de nos vies passées, des choses qui restent bouillonnant en nous mais qui ne percent pas à la surface normalement, mais dans des conditions spécifiques peuvent percer. Ça peut venir d'autres êtres humains, d'autres êtres non humains, par exemple des animaux. Les animaux, ils n'ont pas de pensée continue, mais ils ont de brides de pensée, ils ont des petites informations émotionnelles qu'il y a des gens qui arrivent à capter. Il y a les plantes qui dégagent des fluides différents, qui vont servir à des choses différentes aussi. Il y en a des écoles de pensée et des spiritualistes qui utilisent beaucoup les énergies des plantes, les différentes énergies de plantes pour faire des nettoyages, pour faire des protections, pour guérir. Et il y a, comme Guillaume a dit, la matière inerte chargée, c'est-à-dire des objets qui avec le temps ont été imprégnés de notre énergie émotionnelle et éthérique. Alors, comment ça se passe, ce processus de perception anémique? Donc, normalement, tout ce qui est autour de nous, ça se dégage dans le fluide qui nous entoure. Par loi de Santoni, ça va rentrer dans notre système, dans notre aura, qui va donc amener cette information vers tous nos canaux énergétiques. Ces processus peuvent être passif ou actif, c'est-à-dire on peut aller chercher cette information si on s'intéresse à elle, ou elle peut simplement nous tomber dessus parce qu'on est dans la bonne syntonie. Et donc, ça va entrer dans notre système énergétique périspectral, et la toile éthérique va la filtrer. Selon les capacités de filtrage de cette toile éthérique, ça va passer vers notre cerveau, et selon la façon comme notre cerveau est fait aussi, parce que la médiumnité, elle est physique aussi, quand on est, on a déjà des prédispositions, mais on va aussi développer ça. Selon la façon comme notre cerveau est fait, selon la façon comme on a éduqué notre médiumnité et nos perceptions aussi, notre cerveau va l'interpréter à ces informations comme il peut. Parfois de façon relativement consciente, où ça va effectivement se faire, ça va se décodifier comme une information. Parfois, ça va juste perturber les systèmes. Une bonne illustration de ça, c'est quand, par exemple, vous faites de l'écriture automatique. Vous allez peut-être avoir de l'intuition, avoir envie d'écrire des choses, et potentiellement, en fait, sans vous rendre compte, vous pouvez aussi modifier certains mots parce que voilà, vous captez l'intention d'esprit, mais au moment où ça arrive dans votre cerveau, vous interférez, vous avez une possibilité d'interférer en fait, plus ou moins consciemment. C'est pour ça que le développement de la médiumnité, ce travail, cet exercice-là qui doit être fait,
vous permet de moins en moins interférer. Alors, il y aura toujours de l'interférence, mais en tout cas de la réduire au minimum pour retranscrire au mieux l'esprit, le message de l'esprit. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut aussi tenir compte du contexte. C'est-à-dire qu'on peut être le meilleur outil possible, admettons, mais en fait, il faut bien aussi avoir conscience que pour pouvoir matérialiser une idée, nous on le fait bien souvent avec des mots, et pour pouvoir le faire avec des mots, il faut un langage qui puisse l'exprimer. Et la grosse difficulté, de fait, vous voyez bien que vous pouvez avoir tout un mécanisme fluidique qui marche bien, un bon médium, un esprit qui est bien en syntonie, etc. Mais il y a toujours, à un moment donné, on va dans la chaîne, où on peut se heurter à cette difficulté à exprimer complètement l'intention initiale, et donc potentiellement introduire des biais. Oui, c'est une chose qu'il faut être toujours consciente. C'est que le médium, même le plus inconscient qui aille, il est toujours une partie de l'équation. Nous sommes bien présents là, nous contribuons, souvent comment on dit ça, le contraire de contribuer, nous perturbons. Perturbons, ouais. Souvent on perturbe plus que d'autres choses, et même si ça a l'air clair ce qu'on écrit ou ce qu'on passe, c'est souvent beaucoup plus nous que l'esprit. Une autre conséquence aussi importante, c'est l'importance de la pensée qui reste concentrée sur le travail en cours. Notamment, par exemple, quand vous êtes dans un groupe, quand vous faites un travail médiumnique, la communion de pensée, c'est quelque chose d'extrêmement important. La communion de pensée dans la même direction, hein, du coup, et que c'est quelque chose de très important parce que vous voyez bien que comme tous, nous irradions nos pensées, nos énergies, eh bien, même si c'est pas nous le médium et qu'on est à ses côtés pendant la réunion, eh bien, sans le vouloir vraiment, en pensant à la liste de courses qui nous tracasse, pendant que le médium est en train de psychographier un message super important, eh ben, on va envoyer quand même des signaux qui peuvent être un peu perturbateurs, et le médium peut tout à fait se laisser distraire par ce genre d'interférence. Voilà. Ou alors, ça peut simplement perturber un peu la syntonie entre l'esprit et le médium. Voilà, donc c'est vraiment important d'avoir ce focus de pensée quand on est dans ce travail, et cette communion de pensée surtout quand on est en groupe. C'est pour ça d'ailleurs, et pour d'autres raisons, mais principalement pour ça, qu'on ne laisse pas des gens rentrer dans des réunions médiumniques au centre spirituel comme ça. Parce qu'il y a vraiment un souci d'harmonie du groupe. Donc on va faire une liste non exhaustive des capacités qu'on a, des capacités et perceptions animiques qui peuvent donner lieu à des communications médiumniques, mais pas forcément. Toutes ces choses-là, Kardec va décrire comme étant des médiumnités, alors que dans toutes ces choses-là, on peut simplement être en train de capter des égrégores de pensée, des énergies, des formes pensées, des informations qui viennent de notre propre âme. Donc, voyons qu'on n'est jamais 100% sûr de rien. Je ne dis pas ça pour vous perturber, je dis ça juste pour que... Le plus de certitude on a quand on est dans ces genres de travail, le pire. Le plus on est susceptible d'être influencé par des esprits qui vont profiter de nos étroitesses d'esprit. Et ça montre aussi combien on doit avoir un sens critique tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qui Kardec appuie sans arrêt. Questionner, penser, c'est pour ça qu'on travaille en groupe aussi. Parce que l'expérience personnelle de quelqu'un, c'est l'expérience personnelle de quelqu'un. Il faut que ça soit bien clair, il n'y a pas d'objectivité quand on parle de médiumnité. Tout phénomène animico-médiumnique est un phénomène subjectif. Du coup, le groupe est en garde-fou. Le groupe est en garde-fou pour qu'ensemble on puisse penser à ce que se passe et en tirer des bonnes conclusions.
C'est pour ça aussi que dans le spiritisme, on va se référer plutôt à des livres psychographiés où il y en a des informations venues par les esprits ou des recherches qui sont menées avec une certaine rigueur, qu'à des livres des expériences des gens. Par exemple, je sors de mon corps, je parle de ça, on va lire ça et on va penser, très bien, c'est un échantillon des cas à étudier. Mais on ne peut pas dire que parce que lui, il est sorti de son corps et il a vu ça, c'est la vérité. Non, c'est la façon comme lui, il est capable de voir le monde. Son interprétation. Voilà. Pour appuyer aussi sur l'importance du groupe, ce qui est intéressant aussi dans le groupe, c'est que vous avez aussi parfois des médiums qui ont des perceptions différentes, des capacités médiumniques différentes. Et donc, quand quelqu'un vit quelque chose de particulier et qu'il en témoigne, vous pouvez avoir aussi des témoignages qui se corroborent entre les différents médiums présents, et ce qui permet d'appuyer la thèse parfois qu'il y a eu quelque chose d'un peu plus objectif que l'expérience extrêmement personnelle du médium. Et donc, du coup, donner un peu plus de crédit avec cette information qu'on a obtenue. Ouais. Je peux donner un exemple, je pense que ça sera marrant. C'est pas un exemple marrant, mais par exemple, dans notre groupe de développement, nous avions une femme qui, elle se disait qu'elle avait quelqu'un qui l'a persécutée à la maison. Parce qu'elle voyait toujours une silhouette grande noire qui lui faisait peur. Et elle n'arrivait pas à se dégager de ça. Nous étions en développement médiumnique, donc c'était la place pour laisser venir ces genres de choses et voir qu'est-ce qui se passe. On a essayé, elle n'a pas arrivé parce qu'elle n'avait pas les capacités de psychophonie, d'incorporation comme on parle. On a réussi par des techniques spécifiques faire que cet esprit vienne vers un autre esprit, vers un autre médium. Et du coup, on a en fait vu qu'il s'agissait d'une fille qui était désincarnée dans un hôpital psychiatrique et qui avait par gardien dans son aile un homme noir très grand qu'elle identifiait comme un étant très méchant envers elle. S'il était ou non, on ne peut pas savoir, elle était folle quand même. Et du coup, on a réussi à la calmer, à le faire comprendre qu'elle n'était plus là où elle était avant, faire son chemin vers les guides qui étaient à côté, prêts à la recevoir, et qu'elle n'arrivait pas à voir avant, puisque totalement ciblée sur l'idée qu'elle avait. Et voilà, elle est partie. Mais vous voyez que la personne qui était liée à elle avait cette idée très ferme, non, je suis persécutée par un esprit qui est noir, qui est grand et qui veut me faire du mal. Alors que c'était juste un souvenir de cet esprit qui, sans savoir, était lié à elle. Donc, vous voyez que la subjectivité de nos liaisons, elle nous difficulte le travail solo, beaucoup. Et vous voyez aussi que, par exemple, on en parle de voyance. Il y en a beaucoup de voyants. La voyance, elle n'a pas besoin d'être médiumnique. Hein. La personne, elle peut juste s'apercevoir des choses qui sont dans l'aura de la personne qu'elle va lire, de ses pensées, de ses formes pensées. Mais il y aura toujours ce côté subjectif. C'est une interprétation. Même le voyant le meilleur du monde, celui qui arrive vraiment à voir clairement les choses, c'est comme la traduction, on ne traduit jamais littéralement une langue, donc il n'y a jamais objectivité complète dans une information qui transperce les dimensions. Donc on revient dans des aspects un peu plus techniques de la chose pour comprendre donc cette courbe entre syntonie et sensibilité. Le plus on a de médiumnité, le plus on a des capacités animiques, le plus notre toile éthérique est faite pour passer des informations, les moins de syntonie on va avoir besoin d'avoir pour capter les choses. Le moins on a des capacités naturelles pour la communication, le plus de syntonie on va avoir besoin pour pouvoir passer quelque chose. Et c'est ça aussi qui explique pourquoi les gens disent « Oui, mais je suis toujours bien, je ne suis pas une mauvaise personne, je n'attire que de mauvais esprits. » Peut-être parce que tu as beaucoup de sensibilité, et donc la syntonie, là, elle devient moins importante dans l'équation. Mais il y en a toujours besoin d'un degré de syntonie pour que la communication se fasse. Donc on n'est pas des victimes de notre médiumnité. C'est plus dur, oui,
on a besoin de cibler mieux, de se concentrer mieux dans notre pensée, dans nos fluides, de lever notre vibration. C'est vraiment comme la radio, hein. Il faut se syntoniser. Mais ça marche. Ça ne marche pas tout le temps parce que la vie nous demande, hein, nous demande de changer de pensée, nous demande de se concentrer sur des choses différentes. On s'irrite ici, on s'accable là. Donc c'est pour ça que Jésus nous dit de prier et être vigilant. La vigilance, quand on a beaucoup de sensibilité, on ne peut pas fuir. Oui, c'est pas magique en fait. Voilà. Bien sûr, le but c'est réussir à pouvoir choisir, ou pas si on interagit avec l'extérieur. Mais c'est quelque chose qui se développe. Voilà. C'est pour ça qu'on a des cours de médiumnité au CESAC. Alors là, on vous fait un résumé assez rapide, entre guillemets, mais c'est des choses qu'on étudie sur 2 ans, avec de la pratique, avec des prises de conscience progressives de chaque étape pour les sensibilités. Et donc, c'est pas du jour au lendemain non plus qu'on peut avoir des changements. C'est pas magique. C'est pas en allant voir quelqu'un que magiquement, voilà, il va vous enlever votre problème. Parce que la médiumnité ne s'enlève pas. Voilà, déjà la médiumnité, vous l'avez. C'est comme ça, si c'est votre cas. Ça peut être, on peut manipulé et même coupé par les esprits si ils jugent, les esprits qui nous guident, s'ils jugent que c'est bon pour vous. Mais c'est des cas très rares. Hein. Oui, et puis en plus, cette médiumnité, comme tu dis, voilà, elle n'est pas toujours permanente. Hein. Parfois, c'est des moments de vie. Voilà, vous allez avoir de la médiumnité peut-être pendant 15 ans, et puis après, plus rien. Ça, parce que la médiumnité, on va y revenir, j'anticipe un peu, mais elle a un sens, hein, et vous verrez que elle est là pour nous aider à nous améliorer, avant tout. Elle est là, comme tout, régie par la loi d'amour. Alors, on doit parler aussi de trans. En quel sens c'est que syntonie et sensibilité sont modulées par des états d'attention et des consciences. C'est ce qu'on va appeler en trans. Quand on parle par exemple un peu d'hypnose ericksonienne, on va se dire qu'il existe des centaines d'états de conscience différents, dont des états de trans différents. Donc, selon notre état de conscience, notre état de trans, ça va donner à des phénomènes différents et avec des intensités différentes aussi. Donc, notre état de conscience et d'attention, il varie pendant la journée. Et cet état, il correspond à des ondes cérébrales qui favorisent certaines perceptions et phénomènes. Donc, notre cerveau, il marche ensemble avec tous les complexes périspitales pour conditionner les capacités de perception qu'on va avoir. Selon, on est vraiment dans un état d'attention, si on est dans un état de dispersion, si on est fatigué, si on est malade, si on a pris des substances psychoactives, tout ça va changer nos ondes mentales, qui vont changer l'organisation de molécules de la toile éthérique. Parlons comme ça parce qu'on n'arrive pas à voir vraiment... Donc, disons que la toile éthérique normalement est comme ça, et selon on change nos ondes, elle fait un peu comme ça. Elle fait comme ça, et ça fait passer plus de choses, des choses différentes qui vont être perçues avec des intensités différentes aussi. Donc, surveiller ces états d'attention, c'est une façon qu'on a aussi de gérer ses perceptions et sa médiumnité. Voilà. Et vous voyez bien que ça corrobore aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur les pensées, parce que évidemment, quand vous allez être fatigué, vous allez peut-être penser à tout ce qui vous a fatigué dans la journée, vous allez peut-être vous plaindre de votre journée, vous allez vous mettre dans une posture qui va favoriser peut-être cette syntonie avec des esprits qui sont un peu dans cette souffrance, et donc ça va peut-être en rajouter en une couche, hein, potentiellement, si vous avez beaucoup de sensibilité. Au contraire, quand vous êtes joyeux, que tout se passe très bien, vous sentez bien que vos pensées ne sont pas pareilles, et que vous pouvez vous ouvrir à des réalités de la vie qui sont beaucoup plus larges et beaucoup plus positives, et qui vont vous nourrir, même spirituellement. Voilà. Donc tout ça, c'est étroitement lié. Voilà. C'est d'autres manières de l'expliquer, hein, mais c'est physique, mental, spirituel, il y a vraiment toutes les couches qui interagissent. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de trucs différents, c'est vraiment en continu. Alors, la médiumnité, pourquoi faire? C'est-à-dire, pourquoi ça existe? Pourquoi
c'est la source de souffrance pour tellement de gens, des perturbations pour d'autres. Mais la médiumnité est un instrument d'évolution comme tout dans notre vie. Elle est là pour nous aider à aller en avant. Il y a cette phrase que j'adore et que je me rappelle pas qui a dit, que la médiumnité est un miroir posé au fond de notre âme. Dans notre évolution, on établit beaucoup de mécanismes de fuite. On ne veut pas se regarder, se voir vraiment comme on est. Et sans se connaître, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas voir qu'est-ce qu'il y a à gérer, qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Et la médiumnité, elle nous fait un peu ces miroirs-là. Parce qu'elle va nous renvoyer tout le temps ce qui nous sommes. Si on attire des choses qui nous perturbent, il faut qu'on se pose cette question, pourquoi on est en train d'attirer ça, qu'est-ce qu'on a à apprendre avec ça. Les gens qui sont très matérialistes, très tournés vers la matière, peuvent avoir des épisodes médiumniques pour le faire se réveiller vers quelque chose d'autre réalité. Elle nous impose aussi le devoir d'amour au prochain, parce que il n'y a pas de mille solutions. La seule solution pour vivre bien notre médiumnité, c'est d'avoir une grande bienveillance autour de tout ce qui est autour de nous. Les esprits qui nous embêtent sont des esprits souffrants. Et rajouter une couche de négativité dans la négativité qu'ils nous apportent ne fait que nous attirer vers eux. La seule façon vraiment de le dégager, ou de vraiment... de le libérer aussi. Enfin, de le libérer, voilà, mutuellement, hein. C'est l'amour. Donc on a soulevé un point important ici, c'est la médiumnité, elle est donnée pour notre évolution et pour qu'on apprenne l'amour au prochain. Par contre, la médiumnité, elle est comme d'autres outils qui sont mis dans notre main pour notre évolution, elle peut être aussi un outil de chute. Parce que le soleil se lève pour le bon et pour le mauvais, et l'argent et les opportunités de vie sont données à des esprits mauvais, encore mauvais, et des esprits bons. La médiumnité également, elle ne choisit pas la moralité des gens. Hein. Et les gens peuvent l'utiliser pour le mal, peuvent l'utiliser pour exercer un certain pouvoir qui est imaginaire et très localisé dans le temps. Qu'est-ce que ces gens sont en train de faire? Ils sont en train juste de se creuser un trou, de se endetter encore plus et de se planter des douleurs pour le futur. Je ne sais pas comment dire autrement. Ça s'inscrit aussi dans ce qu'on expliquait au début, vous voyez bien, que, comme on vous disait, la médiumnité, c'est vraiment un outil au service de notre progrès. Le sens de notre existence, hein, est justement notre évolution et notre compréhension des lois de Dieu et cette co-création avec Dieu. Pour arriver là, eh ben, en fait, on est obligé de faire ce travail sur soi. On s'incarne, et à chaque incarnation, on choisit plus ou moins en fonction du degré d'évolution nos épreuves, ou en tout cas les chemins de la vie qui s'annoncent, afin qu'on avance dans un certain sens, qui nous convient, qui, on pense, est important pour nous. Voilà. Quand on a de la médiumnité dans cette vie, eh bien, il se trouve qu'on l'a choisi quelque part, avant de s'incarner. On le savait. C'est quelque chose qu'on a négocié ou qu'on discuté en amont avec nos guides, avec tout un tas de personnes avec qui on va peut-être être en relation d'ailleurs pendant cette incarnation. C'est quelque chose de prévu. Voilà. Et donc quand la médiumnité survient dans notre vie, eh bien, c'est aussi de notre devoir d'apprendre à l'utiliser pour notre progrès. Et c'est là que le progrès qu'on a posé au début nous inclut tout le monde, aussi bien donc soi, les autres, et aussi les autres de manière indistinctivement, je veux dire dans le sens où on ne fait pas la différence entre ceux qui sont moins bien ou mieux, parce que justement tout le monde est en évolution et tout le monde a besoin, à un moment donné, d'avoir un petit mot, une parole, une attention, et encore plus peut-être de découvrir et de comprendre la partie spirituelle de la vie. Voilà. Et en tant que médium, on est bien placé pour partager ça aussi auprès de ces personnes. Voilà. Donc vous comprenez bien que ça s'inscrit dans quelque chose de plus grand que juste cette vie-là. Et comme le disait Camilla, quelque part, c'est nécessaire parce que nous avons, si ces personnes arrivent sur notre chemin, si nous avons cette médiumnité,
c'est parce que nous avons des liens peut-être par des vies passées. Nous avons vécu des choses, peut-être que à des moments on n'était pas toujours là pour eux, et là c'est l'occasion de retenter le coup. Peut-être qu'en fait on s'aime depuis toujours et que c'est aussi l'occasion de se le rappeler. Et tout ça, ça rentre en jeu dans les relations qu'on a aujourd'hui, et c'est à prendre en compte. Voilà. La médiumnité est un moyen de le faire. Voilà. Je blague toujours avec mes élèves, on était là avant de réincarner et on nous montre un peu notre compte rendu. On dit bon, ça va prendre 10 vies pour régler tout ça. Alors j'ai une proposition à te faire, tu viens médium. Et dans une vie, tu règles tout. Qu'est-ce que tu en penses? C'est comme des bêtes, on dit oui, sans se rendre compte de qu'est-ce qu'on était en train de signer. Et parfois, voilà, les gens qui ont signé ces contrats qui pourraient lui permettre de, dans une vie, évoluer ce qui le donnerait 10 vies, ben en fait, au contraire, ils s'endettent pour 10 vies de plus. Alors une chose aussi importante qui est à préciser, c'est que c'est pas parce qu'on a de la médiumnité qu'on est quelqu'un de particulier, quelqu'un d'extraordinaire. On l'a dit, c'est un outil de progrès. Et donc, c'est pas parce qu'on a de la médiumnité qu'on est plus avancé que les autres. N'importe qui peut avoir de la médiumnité parce que c'est un moyen de le faire avancer. Et peut-être ça peut aussi trouver dans les mains de personnes qui n'ont aucune considération de ce qu'ils peuvent en faire et l'utilisent complètement dans leur propre intérêt. Mais justement, si c'est dans leurs mains, c'est parce que peut-être ils ont quelque chose à apprendre de ça. Et voilà. Et donc, l'autre chose que je voulais ajouter, c'est que vous n'êtes donc pas quelqu'un d'exceptionnel si vous avez des perceptions médiumniques, et vous n'avez pas à chambouler votre vie. C'est-à-dire que peut-être que j'entends souvent parler de mission de vie, tout à fait, nous avons tous des choses à réaliser dans nos vies, et c'est très vrai. Et la médiumnité ne nous impose pas de sortir de notre vie. Ne nous impose pas de chambouler notre vie complètement. De basculer et de se dédier complètement à juste la vie après la mort. Bien au contraire, en fait, la vie telle qu'on la voit aujourd'hui, elle a besoin d'un peu de spiritualité. Et le fait d'être médium et d'aller travailler en entreprise, d'aller vivre partout dans le monde qui est aujourd'hui, à différents endroits, à différents postes dans la société, eh ben, ça apporte aussi quelque chose et ça peut faciliter le progrès, là où on est. Voilà. Il n'y a pas donc besoin de dédier sa vie à la médiumnité quand on est médium. Ça peut arriver, ça n'est pas exclu, mais il y a besoin de se poser cette question, je pense en tout cas, de en quoi cette médiumnité peut m'aider à être plus utile là où je suis et en quoi je peux faire fructifier tout ça autour de moi. Oui, en se rappelant donc de ce schéma où on dit que toute perception n'est pas forcément médiumnité parce qu'elle n'amène pas forcément en communication. Donc, juste parce qu'on a des perceptions, parce qu'on a des capacités, est-ce qu'on doit être médium? Est-ce qu'on doit se dédier à ça? Déjà, toute seule, c'est compliqué. Tout le monde n'a pas un groupe à côté d'eux. Dieu ne nous donne pas un outil qui arrive comme ça pour nous trancher en deux. Donc, les perceptions, les capacités de communication, comment faire pour les intégrer dans notre vie, pour l'utiliser pour devenir des meilleures personnes, plus harmonieuses, qui interfèrent de façon plus harmonieuse autour de nous. Parce que juste parce qu'on voit le père de quelqu'un à côté de la personne, est-ce que ça va aider la personne de dire que le père est là, pour le perturber la vie? Tu vois, est-ce que ça n'est pas plus utile d'essayer de entourer cette personne des bonnes énergies, de le faire le rappeler, peut-être prier pour son père, peut-être la faire penser un peu à la vie après la mort. Il y en a des nuances qui est la vie de tous les jours, la vie normale, la vie où on travaille, on amène nos enfants à l'école, on va au bureau, et nous apporte, qui peut-être, si on bascule, qu'on arrête tout ça et qu'on ouvre un cabinet, on ne sera pas capable de faire le même bien et on ne sera pas capable de se mettre en question suffisamment pour changer nos attitudes comme on devrait.
les livres des esprits, c'est les livres de base. C'est-à-dire Kardec, il a commencé à faire les expériences pour voir qu'est-ce que c'était cette histoire de table tournante. Ces expériences ont amené à former de protocoles pour se communiquer avec ces trucs-là, qui se communiquaient avec lui, qui ne comprenait pas qu'est-ce que c'était à l'époque. Petit à petit, il a commencé à comprendre qu'est-ce qui se passait. Il a fait une méthode plutôt scientifique, hein, pour comprendre comment gérer toutes ces informations. Il a envoyé des questions un peu à droite et à gauche. Il a vraiment mis une méthode qui est une méthode statistique pour voir qu'est-ce qui gardait, qu'est-ce qui non. Et ça a donné le livre des esprits. C'est vraiment la base du spiritisme. Après, nous avons les autres œuvres basiques. On a gardé ici l'évangile selon le spiritisme. Donc, on va vraiment faire ces tris. Ok, Jésus, qu'est-ce qui est important? Il garde juste les enseignements moraux, tout le reste il laisse à côté, avec des commentaires et vraiment comment utiliser Jésus pour s'améliorer. Et le livre des médiums, où il va apporter un peu son expérience, ses observations, comment il pense qu'il faut aborder le monde spirituel. C'est quand même un livre du 19e. Donc quand il dit de faire vos exercices de psychographie à la maison, nous on dit plutôt non. Mais il est très très bien pour comprendre un peu les mécanismes des choses. Même s'il il fait que gratter la surface, il donne une base. Voilà. Après, en français, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les livres des André Luis. Là j'ai un exemple, c'est Mécanisme de la médiumnité. C'est un livre des années 60, donc il va comparer beaucoup les mécanismes qui gèrent la médiumnité, les mécanismes techniques de la médiumnité avec des choses de l'époque, hein, des téléviseurs, des radios, des moteurs. Il est très intéressant, mais il est très technique. Par contre, André Luis, il a écrit 16 livres qui se suivent un après les autres, ils s'enchaînent. Et c'est un échantillon d'études de cas qui est incontournable. C'est vraiment incontournable. C'est un peu mal traduit, les gens se plaignent beaucoup. Faites l'effort parce que ça vaut la peine. Ça commence en Os Solar, qui est devenu film d'ailleurs, beaucoup de gens savent. Nous avons parlé par exemple des médiums qui utilisent pour le mal ou qui ne comprennent pas à quoi ça sert. Il y en a le deuxième livre qui s'appelle Les Messagers, qui cible totalement sur ça, des médiums qui n'ont pas compris qu'est-ce qu'il devrait faire avec sa médiumnité et qui sont désincarnés complètement dans le désarroi parce qu'ils ont perdu sa chance, parce qu'ils ont passé à côté de ce qu'il fallait pour eux. Il est vraiment trop intéressant. Il y en a, j'ai la version en portugais ici, en français c'est dans les domaines de la médiumnité, qui est aussi incontournable. Qu'est-ce qui décrit bien, qui explique bien un tas de choses. Ne passez pas à côté d'André Luis, franchement. Sinon, on a une des dernières traductions qui sont disponibles en France, c'est Dialogue avec les ombres. Pour les gens qui veulent établir de groupes de travail avec les esprits souffrants, c'est un manuel incontournable aussi. Et Herminio de Miranda, c'est un grand étudieux. Comment dire? Studieux? Non. Ouais, c'est un spirit qui a étudié. Voilà, qui a étudié profondément le spiritisme, la médiumnité et qui avait des groupes qui travaillaient avec la médiumnité pendant des années et qui a écrit beaucoup au sujet des aspects vraiment pratiques de travail avec les esprits. Il va décrire par exemple un tas d'esprits qui peuvent venir en séance de médiumnité, comment travailler avec ces esprits, quels sont les outils pour le faire. Il est vraiment trop bien ce livre. Ce que j'ai ici aujourd'hui, c'est vrai qu'en français c'est un peu limité, mais franchement avec André Luis et Herminio après Kardec, vous avez beaucoup à lire. On peut quand même préciser que donc, le spiritisme a vraiment beaucoup évolué au Brésil. Il y a beaucoup de spirites là-bas, hein, ça se compte en millions. Et donc la littérature brésilienne et donc portugaise brésilienne est donc très très développée. Donc si vous avez la chance de parler cette langue, eh ben, profitez-en. Cherchez un peu sur internet, vous trouvez facilement des livres en PDF, ou même carrément des livres à acheter en papier.
qui sont forcément très très riches et beaucoup plus développés que ce que vous allez pouvoir trouver en français. Parce qu'on voit hein, dans les forums les gens dire que aujourd'hui c'est pas comme dans le temps de Kardec, et c'est vrai, aujourd'hui c'est pas comme dans le temps de Kardec. Les esprits qu'on va rencontrer en réunion médiumnique, c'est pas comme dans le temps de Kardec. La façon comme on travaille en réunion médiumnique, c'est pas comme dans le temps de Kardec. Et on part de Kardec, mais on développe avec des choses qui sont venues après. Dans un cadre, pourquoi on fait confiance tellement aux livres spirites, spécialement le brésilien? C'est parce qu'il y a un cadre de contrôle. Il y en a des maisons d'édition spirites qui ont un corpus éditorial qui va vraiment étudier ces livres, analyser ces livres. Il y en a des groupes très disciplinés qui vont avoir des messages psychographiques où les groupes vont vraiment réfléchir dessus. Le contrôle, là, se passe un peu comme un système académique. Donc, on peut faire plus confiance aux choses qui sortent. C'est pas qu'ils sont infaillibles, c'est la vérité absolue. C'est juste qu'on peut avoir un peu plus de confiance. Et puis la multitude de publications fait qu'aussi qu'on peut recouper l'information. Donc quand vous avez commencé à avoir beaucoup de livres qui ont tendance à avoir le même genre d'affirmation sur certains sujets, certaines personnes vont commencer à l'étudier, l'approfondir et vont confirmer ou pas ces sujets. Voilà. Donc ça rajoute à la fiabilité. Et c'est d'ailleurs le principe que faisait Kardec. Hein. Sur chaque question, Kardec a sélectionné plusieurs sources de réponses. Et il a gardé simplement la quintessence des réponses qui étaient corroborées parmi les multitudes des messages. Voilà, donc c'est le meilleur moyen aujourd'hui qu'on a pour à peu près pas trop se tromper. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est une méthode, ça porte un nom, c'est l'universalité d'enseignement des esprits. On espère que cette petite introduction vous a plu. Voilà, l'idée vraiment aujourd'hui c'était plus de poser les concepts, les principes fondamentaux pour nous dans la vision spirit de cette interaction avec le monde spirituel. On a prévu de se retrouver à vos côtés dans les mois qui viennent pour poursuivre cet échange et cette fois-ci prendre plus de temps pour répondre à vos questions. Donc ce sont des lives. Ça sera un live, ça sera de vous donner quelques clés pour mieux comprendre votre médiumnité non maîtrisée, si c'est votre cas, ou le cas des gens qui vous entourent. Et l'émission d'après, on prendra plus de temps pour développer et répondre à vos questions sur l'influence et l'obsession spirituelle. Donc, je vais vous passer quelques petites techniques qu'on développe en groupe de développement médiumnique pour apprendre à gérer un peu ces angoisses, ces perceptions, tout ça, quelques petites ruses, des choses qu'on peut faire à la maison pour se protéger un peu et pour se calmer aussi. Et ça sera l'occasion aussi pour nous de revenir un peu sur quelques concepts, toujours en début, pour éventuellement approfondir quelques petits points, voilà, pour mieux répondre à vos questions. Et voilà. À la prochaine fois. À la prochaine.